Bonsoir et bienvenue sur le canapé de votre émission littéraire préférée sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer avec vous ma lecture des contes de l'enfance et du foyer ou les contes des frères Grimm comme vous voulez. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je continue avec vous ma lecture et je reprends donc avec un nouveau conte, Jean le Vénard. Quand Jean eut servi son maître pendant 7 ans, il lui dit « Maître, mon temps est fait. Je voudrais bien m'en retourner chez ma mère. Donnez-moi mon salaire. » Le maître répondit « Tu m'as servi fidèlement et honnêtement. Tel service, tel salaire. » Et il lui donna un lingot d'or qui était aussi gros que la tête de Jean. Celui-ci tira son mouchoir de sa poche, y enveloppa le lingot, le mit sur son épaule et prit le chemin du retour. Comme il cheminait ainsi, mettant toujours un pied devant l'autre, il aperçut un cavalier qui, dispos et joyeux, s'en venait au trot sur un cheval fringant. « Ah, dit Jean à voix haute, quelle belle chose que d'aller à cheval. On est assis comme sur une chaise, on ne se cogne pas aux pierres, on économise ses chaussures et on avance sans s'en apercevoir. » Le cavalier, qui l'avait entendu, s'arrêta et lui cria « Alors, Nigaud, pourquoi vas-tu à pied ?»« Je suis bien obligé, répondit-il. J'ai là un lingot à porter chez moi. Il est vrai qu'il en est en or, mais il me force à courber la tête. Et puis, il m'écrase l'épaule. »« J'ai une idée, dit le cavalier. Nous allons faire un échange. Je te donne mon cheval et tu me donnes ton lingot. »« De tout cœur, dit Jean, mais je vous en avertis, il faudra vous traîner avec. » Le cavalier mit pied à terre, prit l'or, aida Jean à monter, lui mit les guides entre les mains et lui dit « Si tu veux que ça aille très vite, tu n'as qu'à claquer de la langue et à crier « hop, hop !» Jean fut ravi d'être sur le cheval et de trotter ainsi d'un air dégagé. Au bout d'un petit moment, il lui vint l'idée d'aller encore plus vite. Il se mit à claquer de la langue et à crier « hop, hop !» Le cheval prit le galop et sans avoir eu le temps de dire « ouf !», Jean se trouva désarçonné et jeté dans le fossé qui séparait les champs de la grande route. Le cheval se serait sauvé s'il n'avait pas été arrêté par un paysan qui marchait sur le chemin en poussant sa vache devant lui. Jean rassembla ses membres et se remit sur ses jambes. Mais il était mécontent et dit au paysan « Aller à cheval est une mauvaise plaisanterie, surtout quand on tombe sur une rosse comme celui-ci qui vous secoue et vous jette par terre à vous faire rompre le cou. Jamais plus je ne remonterai là-dessus. Ah, parlez-moi de votre vache. On peut marcher tranquillement derrière et par-dessus le marché, on a son lait. Du beurre et du fromage assurés tous les jours. Que ne donnerais-je pas pour une vache comme ça? Eh bien, si cela peut vous faire vraiment plaisir, je veux bien échanger ma vache contre votre cheval. » Jean accepta avec joie. Le paysan enfourcha le cheval et s'en fut vivement. Jean poussa tranquillement la vache devant lui en réfléchissant à son heureux marché. Pourvu que j'ai un morceau de pain, je n'en manquerai certainement pas. Je pourrai manger du beurre et du fromage avec aussi souvent qu'il me plaira. Si j'ai soif, je trairai ma vache et je boirai du lait. Mon cœur, que demandes-tu de plus? Quand il arriva devant une auberge, il fit halte et dans son excès de joie, il mangea sans rien laisser, tout ce qu'il avait emporté, déjeuner et dîner. Puis, pour ses derniers liards, il se fit servir un demi-verre de bière. Après quoi, il continua de conduire sa vache, toujours en direction du village maternel. Plus midi approchait, plus la chaleur devenait accablante et Jean se trouva dans une lande où il devait bien marcher encore 1 heure. Alors il eut tellement chaud que la soif lui colla la langue au palais. « La chose n'est pas sans remède, » pensa Jean. « Je vais traire ma vache et me désaltérer avec son lait. » Il l'attacha à un arbre mort et comme il n'avait pas de seau, il mit sous le pis sa casquette de cuir
Mais en dépit de tous ses efforts, pas une goutte de lait n'a paru. Et comme il s'y prenait maladroitement, le bébé, la bête impatiente, lui décocha finalement d'un tel coup sur la tête avec une de ses pattes de derrière, qu'il s'abattit en trébutant et demeura un moment sans pouvoir se rappeler où il se trouvait. Heureusement, un boucher s'en venait justement sur le chemin, avec un jeune cochon dans une brouette. « Vous en faites de belles !» s'écria-t-il en aidant le brave Jean à se relever. Jean lui raconta ce qui était arrivé. Le boucher lui tendit sa gourde et lui dit « Buvez un coup et remettez-vous. La vache ne peut pas sans doute donner de lait, c'est une vieille bête. Bonne tout au plus pour la charrue ou l'abattoir. » « Eh, dit Jean en se passant la main dans les cheveux. « Qui eût dit cela ? Certes, c'est bien agréable de pouvoir abattre une bête pareille à la maison. Quelle viande cela donne ! Mais je n'aime pas beaucoup la viande de bœuf. Je ne la trouve pas assez succulente. Dame, si l'on avait un jeune cochon comme celui-là, ça vous a un autre goût, sans parler de saucisses. Écoutez, Jean, dit alors le boucher, pour vous être agréable, je veux bien changer avec vous et vous laisser mon cochon contre votre vache. Dieu vous récompense de votre obligeance, dit Jean. Il lui donna la vache, se fit délier le cochon de la brouette et mettre en main la corde qui le ficelait. Jean continua son chemin en se disant que vraiment, tout tournait à souhait pour lui. Que s'il lui arrivait un ennui, il se trouvait aussitôt réparé. Peu après, un garçon se joignit à lui qui portait sous son bras une belle oie blanche. Ils se dirent bonjour, et Jean se mit à parler de sa chance et de la façon si avantageuse dont il avait toujours fait ses marchés. Le garçon raconta qu'il allait porter son oie à un festin de baptême. « Soulevez-la un peu, ajouta-t-il en la prenant par les ailes. Voyez comme elle est lourde. Mais il faut dire aussi qu'on l'a gavée pendant 8 semaines. Qui mordra dans le rôti devra s'essuyer la graisse des 2 côtés. Oui, dit Jean en la souposant d'une main. Elle pèse son poids. Mais mon cochon n'est pas mal non plus. Cependant, le garçon jetait de tous côtés des regards inquiets en hochant la tête. Puis il dit « Écoutez, il doit y avoir quelque chose de louche avec votre cochon. Au village d'où je viens, on en a volé un dans l'étable. Je crains que vous ne l'ayez là, à la main. Ils ont envoyé du monde à sa recherche et ce serait une mauvaise affaire si on vous attrapait avec ce porc. Le moins qu'on puisse vous arriver, c'est d'être jeté au cachot. » Le brave Jean prit de peur. « Ah mon Dieu, dit-il, tirez-moi d'embarras. Vous y connaissez mieux que moi par ici. Prenez mon cochon et laissez-moi votre oie en échange. »« Cela ne va pas sans risque, répondit le garçon, mais je ne veux pas non plus qu'il vous arrive malheur par ma faute. » Il prit donc la corde en main et amena bien vite le cochon sur un petit chemin de traverse. Quant au brave Jean, délivré de ses soucis, il repartit en direction de son pays, son oie sous le bras. En y réfléchissant bien, se disait-il à lui-même, j'ai encore gagné au troc. D'abord le bon rôti, puis la quantité de graisse qu'il rendra. Ça me donnera des tartines de graisse d'oie pour 3 mois. Et enfin, de belles plumes blanches, j'en ferai bourrer mon oreiller, et là-dessus je m'endormirai bien sans qu'on me berce. Comme ma mère va être contente. Quand il eut traversé le dernier village, il vit un rémouleur avec une carriole. Sa roue ronronnait, et il l'accompagnait en chantant. Ciseaux, couteaux, je les repasse vivement, et je sais voir d'où vient le vent. Jean s'arrêta pour le regarder. Enfin, il lui adressa la parole et dit « Vos affaires doivent bien marcher pour que vous soyez si gai en travaillant. »« Oui, répondit le repasseur, ce métier-là est une mine d'or. Un vrai remouleur est un homme qui trouve de l'argent dans sa poche chaque fois qu'il fouille dedans. »« Mais avez-vous acheté cette belle oie ? » ?»« Je ne l'ai pas achetée, mais reçue en échange de mon cochon. »« Et le cochon ? » ?»« Je l'ai eu pour une vache. Et la vache, je l'ai eu pour un cheval. Et le cheval, je l'ai eu en échange d'un lingot d'or aussi grand que ma tête. Et l'or, et c'était mon salaire pour 7 ans de service. Vous avez toujours su vous débrouiller, dit le rémouleur. Maintenant, si vous trouvez un moyen d'entendre l'argent sauter dans vos poches,
Quand vous vous lèverez chaque matin, votre fortune est faite. » « Et comment dois-je m'y prendre ?» demanda Jean. « Faites-vous rémouleur comme moi. Il n'y faut qu'une pierre à meule, le reste se trouve tout seul. » En voilà une. Il est vrai qu'elle est un peu abîmée, mais je ne vous demanderai rien d'autre en échange que votre oie. Cela vous va ? Comment pouvez-vous me le demander ? Répondit Jean. Cela fait de moi l'homme le plus heureux de la terre. Si j'ai de l'argent chaque fois que je mets à la main à la poche, qu'ai-je besoin de me faire encore du souci ? Il lui tendit son oie et recula la meule. Et maintenant, dit le rémouleur en soulevant une grosse pierre ordinaire qui se trouvait à côté de lui, voilà encore par-dessus le marché une pierre solide sur laquelle vous pourrez taper et redresser vos vieux clous. Prenez-la et conservez-la soigneusement. Jean se chargea de la pierre et continua sa route, le cœur content, ses yeux brillaient de joie. « Je dois être né coiffé !» s'écria-t-il. « Tout ce que je souhaite se réalise comme si j'étais un enfant du dimanche. » Cependant, comme il était sur ses jambes depuis le lever du jour, il commença de sentir la fatigue, et puis la faim le tourmentait, car dans sa joie d'avoir acquis la vache, il avait mangé toutes ses provisions d'un seul coup. Pour finir, il eut de la peine à continuer et dut s'arrêter à chaque instant. Avec cela, les pierres lui pesaient d'une façon lamentable. Alors, il ne put s'empêcher de penser qu'il serait bien agréable de n'avoir pas à les porter jusqu'à ce moment. Il se traîna comme une limace jusqu'à un puits, pensant y reposer et se désaltérer en buvant une gorgée d'eau fraîche. Mais afin de ne pas abîmer les pierres en s'asseyant, il les posa avec précaution sur la margelle du puits, à côté de lui. Puis il s'assit et voulut se pencher pour boire, mais il les heurta légèrement par inadvertance et les deux pierres tombaient lourdement au fond. Après les avoir vues de ses propres yeux s'engouffrer dans la profondeur du puits, Jean sauta de joie. Puis les larmes aux yeux, il se mit à genoux et remercia Dieu de lui avoir fait cette nouvelle grâce. Et sans qu'il eût rien à se reprocher de l'avoir débarrassé si gentiment des lourdes pierres qui ne faisaient plus que le gêner. « Il n'est personne d'aussi heureux que moi sous le soleil !» s'écria-t-il. Puis le cœur léger et libre de tout fardeau, il s'en alla en gambadant jusqu'à chez sa mère. C'est ainsi que se termine le conte Jean le Vénard, et je poursuis ma lecture avec La gardeuse d'oie. Il était une fois une vieille reine. Son époux était mort depuis longtemps déjà, et sa fille était très belle. Quand elle fut grande, on la fiança au prince d'un pays lointain. Une fois venu le temps des épousailles, comme la jeune fille devait partir pour le royaume étranger, la vieille mit dans sa malle beaucoup de vaisselle précieuse et de parures d'or et d'argent, de coupes et de joyaux, bref, tout ce qui fait partie d'une dot royale, car elle chérissait son enfant de tout son cœur. Elle lui donna aussi une camériste qui devait l'accompagner à cheval et la remettre entre les mains de son fiancé, et chacune d'elles reçut une monture. Or, le cheval de la princesse s'appelait Falada et savait parler. Quand vint l'heure des adieux, la vieille mère monta dans sa chambre à coucher, prit un canif et se coupa les doigts si fort qu'ils se mirent à saigner. Puis elle mit dessous un chiffon blanc et y laissa tomber 3 gouttes de sang. Après quoi, elle le donna à sa fille en disant « Ma chère enfant, conserve-les bien, tu en auras besoin en route. » Alors, elles se firent tristement leurs adieux. La princesse cacha le chiffon dans son corsage, monta sur son cheval et s'en alla rejoindre son fiancé. Quand elles eurent chevauché 1 heure et ressenti une soif dévorante, et dit à sa camériste « Descends et va puiser de l'eau dans ce ruisseau avec la coupe que tu as emportée pour moi. J'ai grande envie de boire. » « Si vous avez soif, dit la camériste, descendez vous-même, mettez-vous au bord de l'eau et buvez. Je ne veux pas être votre servante. » La princesse avait tellement soif qu'elle descendit du cheval, se pencha sur le ruisseau et but, et elle ne put pas se servir de la coupe d'or. Alors elle s'écria « Ah, mon Dieu !» Et les 3 gouttes de sang se répandirent. Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. Mais la princesse était humble.
Elle ne dit rien et remonta à cheval. Elles firent encore plusieurs lieues, mais la journée était chaude, le soleil dardait, et bientôt elle eut encore soif. Comme elle passait devant une rivière, elle dit de nouveau à sa camériste « Descends et donne-moi à boire dans ma coupe d'or. » Car elle avait oublié depuis longtemps toutes les méchantes paroles. Mais la camériste répondit encore plus orgueilleusement « Si vous avez soif, buvez toute seule. Je ne veux pas être votre servante. » Alors, la princesse descendit à cause de sa grande soif. Elle se coucha au bord de l'eau courante, se mit à pleurer et dit « Ah, mon Dieu !» Et les 3 gouttes de sang répétèrent « Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et tandis qu'elle buvait ainsi et se penchait fort en avant, le chiffon avec les 3 gouttes tomba de son corsage. Et sans qu'elle s'en aperçût dans sa grande angoisse, il s'en alla au fil de l'eau. Mais la camériste l'avait vu et se réjouit de tenir la fiancée en son pouvoir. Car celle-ci, ayant perdu les gouttes de sang, elle était devenue faible et impuissante. Quand elle voulut remonter sur le cheval qui s'appelait Falada, la camériste lui dit « Falada est pour moi et ma rosse est pour toi. » Il lui fallut se soumettre. Ensuite, la camériste lui ordonna durement d'enlever ses habits princiers et de mettre ses propres hardes, et enfin, elle dut jurer à la face du ciel de n'en rien dire à personne à la cour du roi. Et si elle n'avait pas fait ce serment, elle aurait été tuée sur place. Mais Falada avait tout vu et se promit de s'en souvenir. À présent, la camériste était montée sur Falada et la vraie fiancée sur la haridelle. Elles continuèrent ainsi jusqu'au château royal. Il y eut grand liesse à leur arrivée. Le prince se précipita à leur rencontre, fit descendre la camériste de cheval et la prit pour sa future épouse. Il lui donna la main pour monter l'escalier, tandis que la vraie princesse devait rester en bas. Alors, le vieux roi se mit à la fenêtre et la vit s'arrêter dans la cour. Et il vit comme elle était mignonne, délicate et si jolie. Rentrant aussitôt dans les appartements royaux, il interrogea la fiancée sur celle qui l'accompagnait et restait en bas dans la cour. Et il lui demanda qui elle était. « Je l'ai prise en route pour me tenir compagnie. Donnez-lui quelque ouvrage afin qu'elle ne reste pas oisive. » Mais le roi n'avait pas d'ouvrage à lui donner, et ne sachant que faire, il dit « J'ai là un gamin qui garde les oies. Elle pourra les aider. » Le garçon s'appelait le petit Conrad. C'est lui que la vraie fiancée dut aider à garder les oies. Bientôt, cependant, la fausse fiancée dit au jeune roi « Mon cher époux, faites quelque chose pour moi, je vous en prie. » Il répondit « Bien volontiers. » Alors faites appeler l'équarrisseur et qu'il coupe la tête de ce cheval sur lequel je suis venue, car il m'a contrariée en chemin. Mais en réalité, elle craignait que le cheval ne révélât la façon dont elle avait traité la princesse. Les choses avaient été poussées si loin que cela fut accompli et que le fidèle Falada dut mourir. La princesse l'ayant entendu dire, elle promit à l'équarrisseur de lui payer une pièce d'argent. S'il voulait bien lui rendre un petit service, il y avait dans la ville une grande porte sombre, par où elle devait passer matin et soir avec ses oies. Il clouerait la tête de Falada sous la porte sombre, afin qu'elle pût le voir encore plus qu'une fois. Ainsi, l'équarrisseur promit-il de le faire. Il coupa la tête et la cloua solidement sous la porte sombre. Quand accompagnée du petit Conrad, elle passa sous la porte en menant paître les oies tôt le matin, elle dit « Oh, Falada, comme tu es clouée là !» Alors la tête répondit « Oh, jeune reine, comme tu vas là ! Si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Alors, elle sortit de la ville en silence et ils menèrent leurs oies paître dans la campagne. Quand ils furent arrivés au pré, elle s'assit et dénoua les cheveux. Ses cheveux, ils étaient d'or pur, et le petit Conrad les vit. Et tout heureux de les voir briller, il voulut en arracher quelques-uns. Alors elle dit « Souffle, souffle ventelé, ôte à Conrad son bonnet, et fais-le courir après le temps que je peigne mes nattes, et que je renatte ma coiffe. »
Alors, un vent violent se leva qui emporta le bonnet du petit Conrad, à travers champs, et il dut courir après. Quand il revint, elle avait fini de se peigner et de remettre sa coiffe, en sorte qu'il ne put pas lui prendre le moindre cheveu. Alors, le petit Conrad fut fâché et ne lui parla plus. Et ainsi, ils gardèrent les oies jusqu'au soir, puis ils rentrèrent à la maison. Le lendemain, comme ils passaient avec leurs oies sous la porte sombre, la jeune fille dit « Ô Falada, comme tu es clouée là !» Falada répondit « Ô jeune reine, comme tu vas là, si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et une fois dans la campagne, elle s'assit de nouveau sur l'herbe et se mit à démêler des cheveux, et le petit Conrad se précipita pour les saisir. Alors elle dit promptement « Souffle, souffle ventelé, ôte à Conrad de son bonnet, et fais-le courir après, le temps que je peigne mes nattes et que je remette ma coiffe. » Alors le vent souffla, emportant son bonnet loin de là, si bien qu'il dut courir pour le rattraper. Et quand il revint, elle avait depuis longtemps arrangé ses cheveux, et il ne put pas en prendre un seul. Et ainsi, ils gardèrent les oies jusqu'à la tombée de la nuit. Mais le soir, une fois rentré à la maison, le petit Conrad alla trouver le vieux roi et dit « Je ne veux pas garder les oies plus longtemps avec cette fille. »« Pourquoi donc ?» demanda le vieux roi. « Ah, elle me fâche toute la journée. » Alors le vieux roi lui ordonna de lui raconter ce qui en était. Et le petit Conrad dit « Le matin, quand nous passons avec le troupeau sous la porte sombre, il y a une tête de cheval sur le mur et elle me dit « Falada, comme tu es clouée là !» Et la tête répond « Ô jeune reine, comme tu vas là, si ta mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Et le petit Conrad raconta encore tout ce qui se passait sur le pré et comment il devait courir après son chapeau en plein vent. Le vieux roi ne lui ordonna de mener encore paître les oies le lendemain et lui-même, le matin venu, se posta derrière la porte sombre et l'entendit parler avec la tête de Falada. Puis il la suivait dans la campagne et se cacha au milieu d'un buisson, dans le pré. Et alors il vit bientôt de ses propres yeux la gardeuse d'oies et deux garçons pousser les bêtes devant eux. Et au bout d'un moment, il la vit s'asseoir et défaire ses nattes qui brillaient d'un grand éclat. De nouveau, elle dit promptement « Souffle, souffle ventelé, ôte à Conrad de son bonnet et fais-le courir après, le temps que je peigne mes nattes et que je remette ma coiffe. » Alors, il y eut un coup de vent qui emporta le chapeau du petit Conrad, en sorte qu'il dut courir longtemps. Et la jeune fille continua tranquillement de peigner et de natter ses cheveux, tandis que le vieux roi l'observait. Après quoi, il rentra sans que personne l'ait vu le soir. Et quand la gardeuse d'oies fut au logis, il la prit à part et lui demanda pourquoi elle se conduisait de la sorte. « Je n'ai pas le droit de vous le dire, et je ne peux pas non plus confier ma peine à qui que ce soit. J'en ai fait le serment à la face du ciel parce qu'autrement j'aurais perdu la vie. » Il insista et ne se laissa pas en repos, mais il ne put pas lui en tirer un mot de plus. Alors il dit « Si tu ne veux rien me dire à moi, confie ta peine à ce poêle. » Et il s'en alla. Alors elle se glissa dans le poêle, et se mettant à gémir et à pleurer, elle épancha son cœur en disant « Me voici abandonnée de tout le monde, et pourtant je suis fille de roi, et une camériste perfide m'a contrainte par force d'ôter mes habits royaux, et elle a pris ma place auprès de mon fiancé. Tandis que je dois faire le vil travail d'une gardeuse d'oies, si ma mère savait cela, son cœur se briserait en éclats. » Mais le vieux roi se tenait à l'extrémité du tuyau. Il prêta l'oreille et entendit ce qu'elle disait. Alors, il revint et la fit sortir du poêle. Puis on la revêtit de ses habits royaux, et c'était merveille de la voir si belle. Le vieux roi appela son fils et lui révéla qu'il avait la fausse fiancée. Ce n'était qu'une camériste quant à la vraie. Il l'avait devant lui sous les traits de l'ancienne gardienne d'oies. Le jeune roi se réjouit de tout son cœur en voyant sa beauté et sa vertu. Et l'on ordonna un grand festin auquel ils furent conviés tous les gens et les bons amis. Le fiancé était assis au haut bout de la table avec la princesse d'un côté et de l'autre. La camériste, mais celle-ci était frappée d'aveuglement et elle ne me reconnut pas la princesse dans ses brillants atouts.
Quand ils eurent mangé et bu et se sentirent pleins d'entrain, le vieux roi posa une devinette à la camériste. Que méritait celle qui aurait trompé son maître de telle et telle façon? Il lui raconta ainsi tous les événements et lui demanda « Comment mérite-t-elle d'être châtiée ?» Alors, la fausse fiancée répondit « Elle ne mérite rien de mieux que d'être mise entièrement nue dans un tonneau garni à l'intérieur de clous pointus. Et on l'attellera de 2 chevaux blancs qui la traîneront de rue en rue jusqu'à ce que la mort s'ensuive. »« C'est de toi qu'il s'agit, dit le vieux roi. Tu as prononcé ta propre sentence, et il t'adviendra ce que tu as dit. » Et quand le jugement eut été exécuté, le jeune roi épousa sa vraie fiancée, et tous deux gouvernèrent leur royaume dans la paix et la félicité. C'est ainsi que se termine le conte La gardeuse d'oie, et par la même occasion ma lecture. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous retrouve dans une prochaine émission pour la suite des contes des frères Grimm. À bientôt sur D8.